Bienvenue dans cette conférence intitulée Des pistes pour faciliter la transmission des exploitations à capitaux importants. Je m'appelle Carl Pierret, je suis conseiller transmission à la Chambre d'agriculture de Bretagne et je suis l'animateur de cette conférence. Donc cette conférence est organisée par l'équipe transmission de la Chambre d'agriculture et l'ensemble des partenaires du réseau transmission. Elle s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'installation et de la transmission. C'est la 7e conférence d'une série de 15 diffusées toute la semaine. Donc vous pouvez trouver l'ensemble du programme et vous inscrire sur le site transmission-en-agriculture.com. Donc aujourd'hui sont présents à cette conférence Olivier Pavageau d'ICOPA. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Je m'appelle Olivier Pavageau, je suis donc responsable du service juridique à l'association de gestion et de comptabilité ICOPA. Bonjour, donc nous avons aussi Ronan Simon du Crédit Mutuel de Bretagne. Oui, bonjour à tous, Ronan Simon, je suis responsable adjoint au marché d'agriculture au Crédit Mutuel de Bretagne. Bonjour, Émilien Briand du Crédit Agricole. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Émilien Briand, je suis chargé d'affaires agricoles au Créacol d'Ille-et-Vilaine. Je suis en charge d'une clientèle d'agri-managers sur le territoire de Brocéliande. Bonjour. Et enfin, Solène Fraisse d'Initiative Bretagne. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Solène Fraisse, chargée de mission prêt d'honneur Brit Agricole à Initiative Bretagne. Bonjour. Du coup, vous pouvez à tout moment pendant cette conférence envoyer des remarques et des questions par SMS au numéro qui s'affiche sur cette diapositive et qui s'affichera tout au long du diaporama en bas de la présentation. Donc le numéro de téléphone, c'est le 06 30 98 09 06. Donc nous avons avec nous aussi Laurence Chaise qui réceptionne les questions et qui les posera en fin de conférence. Bonjour Laurence, tu es avec nous? Oui. Donc je vais recevoir vos SMS. Donc on n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions. Et avant que vous me posiez celle-là, je vous informe que vous allez recevoir les supports de cette réunion. Voilà le déroulé de cette conférence. D'abord, nous allons avoir les points de vigilance auxquels il faut faire attention pour un projet de cette nature-là. Donc c'est Olivier Pavageau d'ICOPA qui nous présentera le point de vue d'un juriste. Ensuite, nous aurons le point de vue bancaire avec Ronan Simon et Émilien Briand qui nous le présenteront au travers de cas pratiques. Et enfin, un outil vous sera présenté par Solène Fraisse, le prêt d'honneur d'Initiative Bretagne. Je vous rappelle que cette conférence dure 45 minutes et se terminera à 11h45. Donc les exploitations agricoles se développent, de plus en plus de structures atteignent des dimensions importantes au cours de leur développement, que ce soit en termes de moyens de production, que de main-d'œuvre ou encore de capitaux. Transmettre pour installer n'est jamais une chose aisée. De nombreux paramètres sont à prendre en compte, que ce soit le foncier, la maison, le travail, le facteur humain et bien d'autres encore. Quand cela concerne des exploitations de taille importante, certaines de ces questions sont encore plus prépondérantes. Donc le but de cette conférence aujourd'hui n'est pas de vous donner des solutions clés en main pour transmettre ou prendre des structures de telle dimension, mais plutôt d'apporter une vision d'expert avec les points de vigilance à prendre en compte pour ces projets. Donc avant de donner la parole aux différents intervenants, je vais vous présenter deux exemples qui vont servir de fil rouge pendant la présentation de transmission à capitaux importants. Donc le premier exemple, c'est une transmission transgénérationnelle. Aujourd'hui, dans la société, il y a 2 parents, 2 enfants. L'exploitation fait 450 hectares et produit 2 500 000 litres de lait. Donc on a une volonté de transmettre une exploitation viable aux enfants qui sont déjà associés dans la structure, mais cela sans compromettre l'équilibre avec les autres enfants qui ne sont pas dans l'exploitation. Donc ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est une transmission avec un développement. Donc on parle là d'une structure porcine aujourd'hui de centruits naisseurs-engraisseurs avec une SAU de 70 hectares
deux personnes, un couple qui partent à la retraite ensemble, donc un prix de reprise estimé à 500 000 euros. Et le projet d'installation, c'est la reprise par le fils plus un tiers, donc deux personnes, avec développement, passage à 250 truies en multiplication et mise en place d'air filtré. Donc on a un investissement qui se rajoute au prix de reprise d'1 500 000 euros. Donc le juriste est un interlocuteur privilégié à la fois pour le cédant et pour le candidat lors de la construction d'un projet. Donc je laisse maintenant la parole à Olivier Pavageau, juriste pour ICOPA, pour qu'il vous apporte son éclairage. Merci Karl. Donc il existe en effet plusieurs méthodes de transmission qui sont possibles et que je vais donc vous exposer. L'ensemble de ces méthodes vont s'appliquer aux deux exemples qui ont été présentés. Dans un premier temps, la manière la plus classique de transmettre, c'est la transmission par reprise d'actifs. Ça se traduit par la vente de biens immobiliers, que vont être les terres, les bâtiments d'exploitation, mais aussi parfois la maison, pour lequel on aura obligatoirement recours à un notaire. Autre mode de transmission par reprise d'actifs, c'est la vente des biens immobiliers. Donc là, ça va représenter tous les biens incorporels, que sont les DPB, le fonds agricole s'il en existe un, la clientèle civile aussi s'il en existe une, et puis tous les biens corporels classiques, le matériel, le cheptel, les stocks, les parts sociales de coopératives. Et là, l'acte de cession sera rédigé soit par un notaire ou non, au travers de ce qu'on appelle une cession immobilière. Lors de ces acquisitions de biens, il est important en fait de faire attention à deux choses pour les bâtiments en modalité d'accès, aux alimentations en eau et électricité, et puis aussi à l'ensemble des diagnostics immobiliers qui seront à réaliser. Autre point de vigilance sur une reprise d'actifs, c'est de bien lister le petit matériel. Ça peut paraître anodin, mais après la vente, tout ce qui est présent dans le bâtiment peut être présumé ayant fait l'objet de la vente. Et on s'aperçoit dans la pratique que c'est risque parfois de conflit. L'importance des capitaux entraîne que bien souvent, le cédant est déjà organisé en fait sous la forme sociétaire. C'est pour ça qu'une autre méthode de transmission va être la transmission en fait par une reprise de société. Le cédant peut donc avoir plusieurs sociétés d'exploitation ou de sociétés immobilières. Il faut bien comprendre que la compréhension de l'opération va s'avérer plus compliquée qu'une reprise classique que je viens d'évoquer, parce qu'en fait le rachat de la société va se traduire en fait par l'achat des parts sociales qui composent le capital de la société et aussi par le remboursement des comptes courants associés. La contrepartie de la transaction consiste bien à la reprise de l'ensemble des éléments qui composent le bilan comptable, à savoir ce qui est à l'actif, donc c'est la même chose que l'on a évoqué dans la transmission des biens, donc tout ce qui est biens corporels, les bâtiments, le matériel, etc., mais aussi les créances et le compte courant, et le compte bancaire, pardon. Et puis on reprend aussi dans ces cas-là tout ce qui est au passif de la société. Et là, ce sont les dettes d'exploitation, mais aussi les emprunts bancaires, les comptes courants des associés et le capital de la société. Les outils juridiques qui sont utilisés pour acquérir une société sont notamment en fait la cession des parts sociales. Donc là, c'est un contrat de vente des parts sociales pour lequel il faut faire attention à bien garantir l'actif. Il est nécessaire de faire des visites préalables pour pouvoir faire un inventaire contradictoire au jour de la vente de ces parts sociales et mettre tout ça en corrélation avec les inscriptions qu'on a au bilan. Mais il faut aussi faire attention à bien garantir aussi le passif financier, donc les emprunts qu'on a évoqués, les dettes, mais aussi le passif fiscal, voire le passif social. L'autre outil juridique qui est utilisé pour acquérir une société, ça va être l'Assemblée générale extraordinaire, qui va, elle, officialiser en fait l'entrée de l'acheteur et l'éventuelle sortie du vendeur. Elle va permettre aussi de déterminer les modalités de remboursement du compte courant associé. Les points de vigilance qu'on va devoir porter sur tout ça, c'est tout d'abord la valeur des parts sociales que l'on va reprendre. Ensuite, c'est de bien déterminer les règles d'affectation du dernier résultat comptable en fait du cédant au jour de sa sortie et de fixer les modalités de remboursement des comptes courants associés. Est-ce qu'on réalise un emprunt bancaire? Est-ce qu'on utilise la trésorerie de la société? Est-ce qu'on étale la dette dans le temps? Voilà. Il faut aussi faire attention au fait qu'un compte courant associé négatif signifie bien que c'est l'associé sortant qui va devoir de l'argent à sa société. Du fait du poids financier d'une reprise d'une exploitation à capitaux importants, il est de plus en plus fréquent aussi qu'on ait recours en fait aux donations dans le cadre familial en ligne directe. Donc ce sont les donations parents-enfants
ça peut être le cas, des 2 exemples qui ont été présentés. Il est recommandé de réaliser la donation chez un notaire, car c'est un acte en fait qui consiste à donner une partie de son patrimoine, et ceci en avance de la succession. Ça consiste donc à transférer gratuitement la propriété d'un bien. Ça peut aussi bien s'agir d'une somme d'argent que de biens immobiliers, tels que les terres ou les bâtiments, soit des biens immobiliers, le matériel, le cheptel et les stocks. Et dans les biens immobiliers, ça peut aussi être donc des parts sociales de société. Il doit donc être fait attention en fait à la forme de la donation. Il en existe plusieurs. La plus couramment utilisée, c'est la donation de partage, qui, comme son nom l'indique, on donne et on partage déjà une partie de son patrimoine. Mais il existe aussi des donations qu'on appelle en avance-doirie, qui sont en fait des donations qui sont faites en avance sur la succession et qui vont revenir au moment de la succession. On doit faire aussi attention à l'équité avec les autres héritiers et on doit faire attention au démembrement de propriété. Les donations peuvent se faire avec des réserves d'usufruit, par exemple. Fiscalement, la donation est intéressante parce qu'elle permet de bénéficier, notamment sur les droits de donation, d'abattements, des abattements en ligne directe que vous pouvez connaître. C'est une exonération de droits en fait jusqu'à 100 000 € par enfant par parent, et ceci tous les 15 ans. Mais on peut aussi bénéficier d'un abattement supérieur de 75% de la valeur, par exemple, des parts sociales qui vont être données ou de l'entreprise individuelle qui va être donnée au travers d'un dispositif qu'on appelle le dispositif Dutreil. Autre avantage fiscal de la donation, ça va être la possibilité de mettre en sursis d'imposition en fait les plus-values que vont générer en fait la transmission de l'entreprise individuelle ou la transmission des parts sociales. Cependant, attention, ces avantages fiscaux vont demander de répondre à un certain nombre de conditions. Les structures à forts capitaux, en fait, peuvent parfois être impossibles à reprendre dans leur globalité par un seul repreneur. Donc, bien souvent, les repreneurs sont amenés à s'associer à plusieurs. Les mises en société avec des repreneurs multiples peuvent se faire soit avec les cédants, qui vont demeurer en fait un certain temps dans la société. Donc, en plus de permettre le transfert d'un savoir-faire, le fait de s'associer avec le cédant et de transmettre aussi des connaissances techniques, la mise en société va permettre d'échelonner en fait le coût de la reprise dans le temps, au travers d'un achat de parts sociales qui va se réaliser en plusieurs étapes. Les cédants sont aussi parfois contraints de faire un effort financier pour faciliter, voire rendre possible la transmission. C'est pour ça que dans certaines situations, certains cédants vont rester dans la société en qualité d'associés, mais non exploitants, avec le repreneur. Ceci parce que la reprise de l'ensemble des parts sociales n'est peut-être financièrement pas possible. Il arrive alors que le cédant va conserver une créance vis-à-vis du repreneur ou vis-à-vis de son ancienne société, soit au travers d'une dette qu'il va avoir au travers de la société, ce qui va permettre de mettre en place soit une reconnaissance de dette ou soit éventuellement un échelonnement dans le temps de cette dette ou après familial notamment. Les outils juridiques d'une bonne association sont multiples. Tout d'abord, il y a les statuts de la société qui, elles, vont fixer les règles juridiques de la société. On va déterminer quels sont les droits qui sont attachés aux parts sociales, les droits au résultat, les droits au vote. On va déterminer les règles de prise de décision collective et puis on va déterminer le rôle de chacun, notamment le rôle du gérant. Autre outil juridique important, c'est le règlement intérieur, qui, à la différence des statuts, lui, va fixer de manière plus pratico-pratique les choses au travers des modalités de fonctionnement de la société. C'est tout ce qui va être répartition des charges au travail, la fixation de la rémunération du travail, le partage du résultat, etc. Et puis, selon les cas, il y a un autre outil juridique qui peut être utilisé, c'est ce qu'on appelle le pacte d'associés. Lui, il va déterminer en fait à l'avance les modalités et les méthodes d'évaluation, notamment des parts sociales, en cas de futur retrait d'un associé. C'est-à-dire qu'on envisage déjà la fin. Et ce qu'on a tendance à dire souvent, c'est que pour bien réussir son association, en fait, il faut parfois commencer par envisager sa fin. Les montages juridiques aussi peuvent se faire de façon multisociétaire, dans le sens où, en plus de devoir s'associer à plusieurs, il arrive aussi qu'il faille reprendre plusieurs sociétés. Depuis plusieurs années, en fait, le monde agricole tend vers le monde des affaires et on a de plus en plus de montages juridiques qui sont similaires à ce qui se pratique en droit des affaires, avec par exemple des exploitations qui vont être hébergées dans des sociétés civiles agricoles classiques de type GAEC, SCA, ERL, mais on a aussi parfois des exploitations agricoles qui sont hébergées dans des sociétés commerciales à objet agricole, de type SARL ou SAS. On va avoir les biens immobiliers, notamment principalement les terres, qui peuvent être logées dans une société civile immobilière de type SCI ou GFA.
Et puis, de plus en plus, on a recours à des montages holding, qui sont des sociétés, en fait, qui prennent des participations au capital d'autres sociétés. C'est un rachat de société, ou soit pour utiliser, en fait, les excédents de trésorerie qui peuvent être consécutifs ou générés, en fait, par la société d'exploitation. Donc, ces montages juridiques peuvent se faire avec les repreneurs seuls, par les repreneurs seuls ou avec les cédants. Ou ça peut aussi avoir lieu avec des investisseurs extérieurs. Le plus souvent, le cas des investisseurs extérieurs va se traduire en fait par des parents ou des proches du repreneur qui vont vouloir investir avec le repreneur, notamment dans le cadre d'investissement dans le foncier et dans le cadre d'un GFA. Lorsque l'on va reprendre une société à plusieurs, il est important aussi d'être vigilant sur un certain nombre d'engagements contractuels pour lesquels la société est engagée, à savoir les contrats de travail des salariés de la société, mais ça va être aussi tous les contrats de production que la société a contracté, et puis tous les engagements administratifs environnementaux. Donc ça, c'est tout ce qui va être installation classée, tout ce qui va être lié à la PAC, au MAE, etc. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que pour sécuriser la transmission, en fait, pour le cédant, mais aussi pour le repreneur, il va être important de rédiger un protocole d'accord. C'est un contrat, en fait, qui va être passé entre deux parties. D'un côté, on a le cédant, qui est en fait le vendeur, et de l'autre côté, on a le cessionnaire, qui est l'acheteur. Et l'objectif, en fait, et les objectifs principaux de ce contrat, c'est déjà d'acter, en fait, les engagements de chacun, à savoir pour le vendeur de vendre, tout simplement, l'acheteur d'acheter. Mais on va aussi pouvoir désigner les biens et les contrats qui vont être à reprendre. On va pouvoir arrêter un prix pour chaque bien. Ou si on ne peut pas arrêter le prix, on va pouvoir au moins déterminer la méthode de calcul. On va garantir aussi la bonne exécution de la transaction au travers de ce qu'on appelle une clause de dédit, qui va obliger en fait la partie qui se désengage à indemniser l'autre. On va fixer les conditions suspensives qui mettraient fin aux engagements de chacun sans indemnité. C'est principalement l'obtention d'un financement bancaire. On va aussi sécuriser le foncier au travers de la mise en place de promesses de vente, de promesses de baux, des engagements aussi du cédant à présenter les repreneurs, représenter le repreneur au propriétaire. Voilà. Et puis, il va être important de déterminer la date de réalisation de l'opération. On va devoir aussi convenir des frais de la transaction en termes de notaire, de droit de vente, des honoraires juridiques et comptables, des honoraires relatifs aussi à l'ensemble des autorisations administratives, comme le dossier installation classée par exemple. Et puis, il va falloir prévoir certains événements entre la signature du protocole, qui prend donc tous ces engagements, et puis la vente définitive. Il peut se passer plein de choses, il peut se passer des sinistres, il peut se passer un problème sanitaire, il peut y avoir des décès, de l'invalidité du cédant ou du repreneur. Donc tout ça est à prévoir dans ce protocole. Il est aussi toujours utile de prévoir une clause de substitution, en fait, pour le repreneur, qui lui va être amené éventuellement à se constituer en société au moment de la vente. En conclusion, retenons que c'est bien la combinaison de ces différents outils en fait qui permet d'avoir une bonne transmission. Voilà, merci pour votre attention. Merci Olivier pour cette présentation. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer des questions, des réactions au numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran. Nous avons vu les points de vigilance du point de vue juridique. Un autre interlocuteur important pour un projet, c'est les banques. Je vous propose maintenant de laisser la parole à Ronan Simon et Émilien Briand pour vous parler du point de vue bancaire. Merci Karl. Donc, je laisse dérouler. Donc, pour débuter ce thème, comme le disait Karl, c'est un très vrai sujet pour les banques, parce qu'il y a de plus en plus de grosses exploitations, donc c'est un sujet qui prend de l'ampleur. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, de donner deux exemples, nous avons souhaité rappeler quelques basiques. Premier basique, notre approche n'est pas que financière, parce qu'on tient énormément compte du porteur du projet et de ses capacités, parce qu'on veut qu'il réussisse, donc c'est une base de sa réussite. Attention que l'on porte au niveau de sa formation expérience, d'accord, parce qu'on ne s'improvise pas aujourd'hui agriculteur, chef d'entreprise, agribusiness, il faut des bases. Importance aussi au niveau de ses capacités techniques, mais pas que. Il faut aussi qu'il soit gestionnaire, manager. Il est fort probable qu'il ait des salariés dans son entreprise d'exploitation. Et enfin, capacité à s'entourer et anticiper les situations qui peuvent se poser à lui. Une fois qu'on a eu un peu une vision humaine du porteur du projet, on s'intéresse aussi à la cohérence du projet.
projet. Donc il y a une cohérence de l'outil de production, hein, cohérence aussi au niveau état et fonctionnalité des bâtiments. C'est-à-dire, ils s'installent pour de nombreuses années, donc il faut que ça dure dans le temps, ou alors qu'on envisage des travaux dans le futur. Et une fois qu'on a vu la cohérence de l'outil, vraiment un point très très important, cohérence aussi du prix de l'exploitation qui doit être économiquement viable. Donc première basique, hein. Carl, je te laisse poursuivre si tu veux bien. Donc rappel un peu de ce qu'a indiqué Olivier précédemment. Aujourd'hui, nous, on est confrontés, on va dire, à deux types de ventes, hein. En entreprise individuelle, il s'agit obligatoirement de vente d'actifs, hein, comme souligné, cheptel, matériel, bâtiment, stock, avec des points de vigilance qu'il a donnés. Et en société, hein, soit des ventes d'actifs, évidemment, comme précédemment, ou de plus en plus des cessions de titres avec vente de parts sociales et compte courant. Et sur ce second point, en fin de compte, j'ai voulu le rappeler parce que au niveau bancaire, en fin de compte, l'élément sur la cession de parts peut se porter aussi au niveau de la garantie sur les cessions de parts où il nous interdit de prendre des garanties sur les biens d'exploitation. Emilien, je te laisse la main pour continuer si tu veux bien. Ok, merci Renan. Donc je vais, pour démarrer, apporter quelques éléments de contexte. Donc on constate depuis plusieurs années une concentration des exploitations avec des dimensions très importantes, des activités parfois diverses, lait, porc, volaille, ou bien la création de nouvelles activités type énergie. Je pense à la méthanisation par exemple ou photovoltaïque. Donc ces structures ont des valeurs parfois de plusieurs milliers, voire plusieurs millions d'euros. Donc finalement, le risque n'est plus le même qu'avant, que ce soit d'un point de vue capitalistique, mais aussi humain. Et donc, c'est dans ce contexte que l'on doit s'adapter pour accompagner donc ces transmissions dans le but à la fois de sécuriser les jeunes, la banque, mais aussi surtout que l'histoire puisse continuer, que cette entreprise puisse perdurer dans le temps. Donc finalement, ce genre de transmission se réalise plutôt sous forme de transfert de titres. D'autre part, vu la complexité aujourd'hui, ces projets doivent s'anticiper. On dit 7 à 10 ans avant le départ à la retraite. Dans ce contexte-là, les cédants et les repreneurs doivent bien définir leurs objectifs de départ. Ensuite, on considère que la clé de réussite pour transmettre une exploitation au dimensionnement si important, c'est de transmettre progressivement en reprenant au niveau des parts sociales, enfin un niveau de part sociale cohérent par rapport à la capacité de remboursement. Donc les avantages y sont nombreux, à la fois pour le repreneur et pour le cédant. Donc pour le repreneur, l'intérêt c'est d'acquérir le savoir et les compétences. C'est-à-dire que la génération expérimentée pourra transmettre son savoir pour que la jeune génération puisse finalement monter en puissance. L'intérêt, c'est de limiter l'endettement privé aussi, par l'acquisition de parts sociales petit à petit, de permettre aussi de faire un état des lieux des forces et des faiblesses de l'exploitation. Donc l'objectif, c'est d'analyser les investissements futurs opportuns pour pouvoir améliorer la structure dans le temps et donc de lui donner la bonne orientation. Donc pour le cédant, les intérêts sont importants aussi. Bien évidemment, ça va lui laisser le temps de s'assurer de sa capacité, de la capacité du repreneur et donc de limiter les échecs, d'anticiper aussi la fiscalité tranquillement, mais aussi et surtout pour pouvoir partir en douceur, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est toujours difficile de transmettre entre guillemets son bébé, et l'aspect psychologique n'est pas négligé. Ensuite, plaque suivante. Pour que ça fonctionne, finalement, c'est toujours une affaire de compromis. Il y a toujours plusieurs solutions pour transmettre avec des avantages et des inconvénients pour les deux parties. L'idée est de trouver un consensus à la fois sur le prix, sur la fiscalité. En ce qui concerne la fiscalité, bien penser à appréhender le poids du passé pour le calcul de la part. Je pense par exemple aux défis, les déductions fiscales pour investissement, ou bien au DEP, déduction épargne de précaution, mais aussi à la fiscalité future. L'enjeu pour le cédant, bien évidemment, c'est de limiter sa fiscalité, très clairement. Celui du jeune, lui, c'est de pouvoir amortir un maximum afin de limiter sa fiscalité. Et surtout, il n'a pas forcément envie de payer la fiscalité du cédant qui aurait dû être acquittée au moment de la cession. Donc il faut trouver des compromis aussi sur le mode de financement. Donc Ronan va détailler ça un petit peu plus en profondeur.
l'heure. Donc il y a différents types de financement, vente partielle, différé, crédit vendeur, crédit familial. Le compromis aussi sur la date de départ, sur les choix patrimoniaux. Le poids du foncier dans les exploitations agricoles est à prendre en compte, il est important. Donc on a des possibilités diverses, par exemple de créer des GFA familiales ou bien de créer un bail à long terme pour limiter l'investissement au départ. On a aussi la possibilité sur le volet bâtiment de créer ou mettre en place une location-vente avec pourquoi pas un dégrèvement de ce loyer lors de l'achat futur des bâtiments. Donc tout ça, ce sont des pistes, bien évidemment, qui ne sont pas exhaustives. Donc ensuite, on va détailler les 2 cas, moi et Ronan, qui ont été présentés au départ. Donc ces cas, ce sont des cas inspirés de notre quotidien, mais par souci de confidentialité, en fait, ce ne sont pas des cas réels. Donc Ronan, je te passe la main. Parfait, merci Emilien. Donc premier cas un peu annoncé par Karl. Donc on a affaire à un GAEC 4 associés, 2 enfants, 2 parents qui vont partir à la retraite. Exploitation assez conséquente, 2 500 000 litres de lait sur 450 hectares de foncier. Objectif, on va dire, défini assez longtemps à l'avance et anticipé. Les parents voulaient transmettre une exploitation viable pour leurs enfants, donc important. Et aussi en même temps respecter, on va dire, les enfants qui avaient fait un autre choix professionnel ou en termes d'équité de transmission et d'héritage. Contrainte au moment de la transmission, c'est que le GAEC était assez endetté avec plus d'1 million d'euros compte tenu d'investissements assez récents et aussi éléments qu'on retrouve régulièrement, des comptes courants assez gonflés parce qu'ils portaient à plus de 350 000 euros. Du coup, les solutions qui ont été envisagées dans ce cas-là, Karl, je te laisse, voilà, parfait. Les objectifs ont été atteints. Déjà, en fin de compte, avec des éléments un peu psychologiques, comme le disait Emilien, et extra-financiers, une anticipation des parents parce qu'ils ont laissé, en gros, le pilotage de l'exploitation déjà aux enfants, en gros, 2 ou 3 ans avant, à savoir qu'ils ont considéré que le futur était aux enfants et que c'était à eux de prendre les décisions et la stratégie dès lors où les parents seraient absents. Donc, à prendre en considération l'aspect psychologique. Toujours, en gros, 2 ou 3 ans avant, arrangement avec le fonds comptable, sur un aspect comptable mais aussi juridique, sur l'estimation de la valeur des parts, où ils sont partis sur une piste économique dans leur stratégie initiale. Élément à ne pas négliger, approche sur la partie main-d'œuvre, à savoir que là, on a affaire à un départ de 2 associés. Donc, il faut évoquer, on va dire, le temps de travail et le remplacement de cette main-d'œuvre associée par sans doute de la main-d'œuvre salariée ou voire une adaptation des moyens de production. Dans notre cas précis, compromis sur le prix, parce qu'on est parti d'une valeur économique et la détermination de départ, en gros, c'est fait simplement par une déduction des comptes courants. Donc, un effort, en gros, sur la valeur départ pour que la cession se passe dans un très bon état d'esprit et une viabilité pour les enfants. Et comme souligné par Olivier aussi, ils ont eu recours à une donation parentale, donation au niveau de l'exploitation, on va dire valeur de part pour les enfants exploitants et financière pour les enfants non exploitants. Donc en synthèse sur notre cas, les basiques, anticipation, analyse économique, analyse main-d'œuvre et compromis sur les prix. Emilien, je te donne la main pour le deuxième exemple. Ok. Donc moi, je vais vous présenter le deuxième exemple qui concerne un exemple de transmission familiale. Donc concrètement, c'est une structure porcine de 200 truies, 70 hectares. Donc les parents souhaitent partir à la retraite. Ils ont estimé la reprise à 500 000 euros. Le projet, c'est d'installer le fils et un tiers. Ils veulent redimensionner ou développer l'entreprise en passant à 250 truies en multiplication avec un système d'air filtré. Donc l'investissement est assez lourd, 1,5 million. Donc par rapport à ça, le projet de départ, en fait, des parents, c'était de transmettre 100% des parts aux 2 jeunes. Donc à savoir avec un montage de rachat de parts de 250 000 euros chacun à titre privé. Et finalement le financement des travaux dans la société de production en parallèle.
Donc, ce montage n'a pas été retenu pour plusieurs raisons. Déjà, le constat, c'est que l'endettement par trou était important. Le prix d'équilibre arrivait à des niveaux, au niveau des seuils, donc peu de marge de sécurité, peu d'apports aussi possibles pour les jeunes, et surtout une volonté forte de limiter l'endettement à titre perso, parce que les deux jeunes ont des projets ou avaient des projets résidence principale. On a évoqué aussi les difficultés, enfin l'aspect donation, mais la difficulté était de donner dans le cadre d'une installation avec un tiers, donc c'était pas forcément la solution retenue. Donc plaque suivante. Pour atteindre les objectifs de transmission d'un point de vue cédant et repreneur, on a organisé un tour de table avec les différents partenaires. Donc, le centre de gestion, lui, a pu proposer des alternatives sur le montage juridique. La coopérative, elle, a pu valider l'aspect technico-économique. Et nous, en lien avec le conseiller d'installation de la Chambre, on a pu définir plusieurs scénarios de sécurisation. Donc, ce qui a été retenu, c'est de vendre dans un premier temps les parts pour 50 000 € chacun, donc dans le but de limiter l'endettement privé des deux jeunes. Un des parents, lui, s'est engagé à rester 3-4 ans dans la société en tant qu'associé non exploitant, avec le même nombre de parts que les jeunes. Finalement, le restant du capital des parents, lui, il a été valorisé dans des comptes courants associés. Et donc les parents, eux, n'avaient pas forcément besoin de liquidité à court terme. Donc ils ont accepté de différer le compte courant associé d'un différé de 6 ans. Donc l'intérêt de conserver un des parents, c'est de pouvoir obtenir des fonds propres suffisants qui nous ont permis d'accompagner le projet travaux pour le passage en multiplication. Donc en consolider les parts sociales des parents et les comptes courants associés représentaient à peu près 15%. Ce montage aussi avec le différé a permis les premières années d'abaisser le prix d'équilibre. Ça a généré aussi une trésorerie positive afin de sécuriser l'exploitation, et puis de constituer progressivement des nouveaux fonds propres détenus par les jeunes, qui pourront remplacer petit à petit ceux détenus par les parents. Donc ensuite, pour conclure, Ronan va évoquer les différentes modalités de financement. Donc Ronan, je te passe la main. Merci. Petite synthèse rapide, avec un petit préambule. Aujourd'hui, au niveau bancaire, on va dire, on est de plus en plus attentif aux notions de fonds propres et d'apports, que ce soit pour des raisons réglementaires et surtout aussi pour des raisons de capacité de résistance et de réussite de porteurs du projet. Au niveau un peu des modalités de financement des entreprises à capital important, au niveau bancaire, on a la solution où une banque intervient seule, mais il n'y a pas forcément de montant défini. Ce montant est plutôt arrêté en fonction de la capacité et de la solidité financière du porteur du projet. Évidemment, plus il a de solidité, plus on peut y aller seul. Et de plus en plus, on arrive avec des financements en pool, avec souvent 2 banques, voire 3, suivant l'ampleur du projet. En dehors de cette partie bancaire, réunion va prendre fin dans 10 minutes. Une intervention potentielle d'autres intervenants que les banques, que peuvent être les groupements. On peut voir aussi dans certains cas des organismes type BPI, Banque publique d'investissement, en contre-garantie ou en cofinancement. Dans certains cas, crédit vendeur, c'est-à-dire le vendeur laisse aussi un petit bout de crédit dans l'entreprise qui se fait rembourser au même titre que la banque, et aussi des investisseurs extérieurs qui peuvent être familiaux ou autres. Voilà. Dernier point, on a voulu aussi souligner l'importance de l'aval. Nous, dans nos projets, on regarde beaucoup où vont les produits, où sont commercialisés les produits, et potentiellement, en fin de compte, dans certains cas d'exploitation à capitaux importants, potentiellement, on peut aller solliciter ou aller rechercher des contrats de commercialisation. Donc voilà une synthèse, sachant qu'on travaille au cas par cas, et il n'y a pas de solution unique, mais une solution construite avec tous les partenaires. Donc en fil rouge, nécessité d'anticiper 2, 3, 4, 5, 10 ans à l'avance, et nécessité de s'entourer, banque, centre comptable, chambre d'agriculture, notaire, avocat, pour vraiment aller à la réussite d'un projet. Emilia, si tu veux rajouter une idée complémentaire.
Oui, complètement, anticiper, s'entourer d'experts, bien évidemment. Tout est une affaire de compromis et de consensus pour moi. Et on saura être un partenaire en lien avec les autres acteurs, bien évidemment, pour être force de proposition, pour trouver les solutions gagnantes et trouver les bonnes formules adaptées à la solution. Merci à tous les deux pour cette présentation. Et donc, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions qu'on abordera à la fin, après la prochaine présentation. Donc, on a parlé des points de vue juridiques, on a parlé de la banque aussi. Il nous paraissait important de présenter un outil qui est le prêt d'honneur d'Initiative Bretagne. Donc, je vais laisser la parole à Solène Fraisse qui va vous le présenter. Oui, merci Karl. Bonjour à nouveau. Effectivement, je vais vous présenter le prêt d'honneur Brit Agricole, donc un dispositif créé il y a 4 ans à l'initiative de la région Bretagne, avec la participation de BPI France et dont la gestion a été donnée à Initiative Bretagne. Alors, pour commencer, un prêt d'honneur à Brit Agricole, c'est quoi? Donc, c'est un prêt personnel. Donc, c'est un prêt c'est un apport que vous allez pouvoir mettre soit en capital social, soit en compte courant d'associé, ce qui est particulièrement important, enfin de plus en plus important aujourd'hui, comme l'a souligné Ronan Simon à la fin de la présentation. C'est vraiment considéré comme un apport personnel et ça peut vous faciliter l'accès au crédit bancaire. Donc un prêt personnel à taux zéro, dont les montants varient de 20 000 à 50 000 euros. Donc selon bien sûr les besoins du porteur de projet et ses capacités de remboursement bien entendu. Donc ce prêt est remboursable sur 5 ans, auxquels viennent s'ajouter 1 à 3 ans de différé, ce qui permet de faire face par exemple à une phase de travaux ou de conversion ou de restructuration d'élevage. Donc, pourquoi demander un prêt d'honneur? Donc, c'est comme je l'ai dit juste avant. Donc, ça vous permet de consolider ou constituer votre apport personnel. Ça vous facilite l'accès au crédit bancaire. Il faut savoir que les porteurs de projet, pour l'obtention de ce prêt, passent devant un comité d'agrément qui labellise entre guillemets le projet. Et ça permet également de sécuriser votre trésorerie de démarrage. Donc, grâce au différé qui est lié au prêt de 1 à 3 ans, mais également parce que ça permet de financer du stock, du besoin en fonds de roulement, du croix de cheptel ou autres postes qui nécessitent souvent du court terme. Mais là, on peut passer sur du moyen long terme pour une sécurisation plus importante de la trésorerie. Donc pour qui ce prêt d'honneur? Donc il y a 2 critères cumulatifs. Le premier critère, c'est d'être dans un parcours 3P pour l'obtention de la DGA ou du SIA, donc le soutien à l'installation agricole. Donc c'est une aide de la région Bretagne pour les plus de 40 ans. Donc, en gros, c'est être dans un parcours à l'installation aidée. Ça, c'est le premier point. Et le second point, ça va être d'être en création ou en reprise d'exploitation dans 4 types de production. Donc, en porc, en bovin-viande, en avicole ou en production sous serre en verre. Donc, voilà, l'idée globale, c'est pour pouvoir en bénéficier, c'est de contacter Initiative Bretagne. Donc, vous aurez mes coordonnées. Constituer un dossier, mais on réinvente pas l'eau chaude, hein. On repart des éléments que vous avez constitués avec la chambre, avec vos cabinets comptables, etc. Ensuite, le porteur de projet présente son projet devant un comité d'agrément, donc composé de la chambre d'agriculture, de représentants de banques, d'experts comptables. L'idée, c'est d'avoir un échange avec eux, de rencontrer le bénéficiaire, parce que le bénéficiaire est au cœur vraiment du projet et doit effectivement montrer sa capacité à le mener à bien. Donc voilà, il y a cette rencontre en comité d'agrément et l'octroi ou non du prêt d'honneur Brit Agricole. Voilà, donc je vais laisser la place aux questions. J'ai essayé de faire assez court parce qu'il nous reste peu de temps. Donc n'hésitez pas forcément à poser des questions au numéro qui vous a été indiqué ou à me contacter directement si vous avez des questions suite à cette présentation succincte.
Merci beaucoup Solène. Donc effectivement, il nous reste 5 minutes pour cette conférence. Laurence, est-ce qu'on a reçu des questions ? Oui, on a reçu beaucoup de questions. On n'aura pas le temps de répondre à toutes, donc on les traitera, celles qu'on n'a pas répondu après. Donc je propose là de prendre 3 questions qui me paraissent similaires de candidats à l'installation hors cadre familial pour que vous puissiez y répondre globalement et gagner du temps. Donc je vais du plus général au plus particulier. Donc le plus général, c'est quand on n'a pas de parents agriculteurs, comment fait-on avec 3 points d'interrogation. Deuxième question similaire, quel niveau d'apport personnel demandé pour un JA qui est hors cadre familial? Et troisième question similaire mais là très précise, quel niveau de marge de sécurité pour une reprise viable sur un projet à 520 000 € pour une production bovin-viande plus céréales? Voilà, je vous laisse répondre aux questions. Ronan et Emilien, vous voulez apporter votre éclairage ? Je peux répondre à la question peut-être concernant l'apport, si vous voulez. Nous, notre préconisation d'apport dépendra bien évidemment de la situation en fonction du montage prévu au départ. Un projet effectivement financé par étapes avec l'aide des cédants, dans un cadre familial ou autre, de toute manière, une situation de fonds propres qui peut être positive et sécurisante. Dans ce cas précis, effectivement, on pourra ne pas prendre d'apport. Par contre, à contrario des projets assez lourds de l'ordre de 1 ou 2 millions d'euros avec une marge de sécurité limitée, nous orientera certainement vers une demande en fonds propres peut-être de l'ordre de 10-15% du projet. Donc en fait, on personnalise à chaque dossier et on apportera une solution qui sera adaptée en fonction du dossier. Pour compléter un peu ce que tu dis, Emilien, là, et répondre un peu à la première question, c'est vrai qu'on voit un certain nombre de porteurs de projets qui ne sont pas issus du monde agricole, qui n'ont pas de parents agricoles, mais on n'a pas, nous, d'a priori, négatif sur le point. Et puis on prend, on va dire, les gens comme ils arrivent avec leurs compétences, leur formation, et dans la mesure où ils ont les critères, on va dire, réussis avec de l'expérience, on va dire, on est tout à fait volontaire, on va dire, à aborder les projets avec eux. On n'a aucun frein sur ce sujet-là. Après, on va dire, c'est là qu'on rentre dans la négociation avec l'acquéreur pour voir quelle est la meilleure solution pour qu'ils puissent accéder justement à l'exploitation en question avec les marges de sécurité qu'on essaye, nous, de répondre en gros à 10%. Mais, enfin, après, 10%, il faut faire attention de quoi on parle, parce que 10% de 50 000 €, ça fait que 5 000 €, ou 10% de 500 000 €, c'est pas... Voilà. On remet chaque chose à sa place, mais on n'a aucun frein, et on essaye d'accompagner les porteurs de projets dès lors où il y a de la compétence, de l'envie, de la motivation. Merci. Laurence, une autre question peut-être ? Oui, alors j'ai plusieurs questions sur le prêt d'honneur, donc je continue de la même façon, je regroupe les questions. Donc on me demande si jamais il y a une limite d'âge, on me demande si jamais on peut prétendre au prêt d'honneur pour les pépinières, et également, c'est plutôt des réactions de personnes qui sont en lait, une autre qui est en légumes plein champ, et qui disent pourquoi nous on n'y a pas le droit. Oui, alors effectivement, au niveau des critères, ils sont effectivement ceux que j'ai présentés aujourd'hui. L'idée, c'était à l'origine de financer notamment les transmissions très capitalistiques. Donc effectivement, notre plan de financement moyen des projets qu'on accompagne se situe autour de 500 000 €. Il n'est pas rare d'aller au-delà du million d'euros. Maintenant, on voit que par exemple, pour un pépiniériste, si une partie de sa pépinière est en serre en verre, ce sera une possibilité parce qu'on sait que le coût de ces transmissions est d'autant plus important
importante avec des coûts pour les serres importants. Le lait, c'est une question qu'on a effectivement très fréquemment. Ce n'est pas une possibilité aujourd'hui. Le plan de financement moyen des transmissions d'exploitation en lait est moins important que ce qu'on peut retrouver en porc, par exemple. C'est pour ça que ça avait été sélectionné aussi au début. Et puis, au niveau des exploitations laitières, on a souvent plus d'accès aux aides complémentaires, aux aides type MAE. Donc voilà, la région Bretagne a fait ces choix-là. Maintenant, on verra comment ça évolue par la suite, mais effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas possible. D'accord, merci beaucoup. Du coup, le temps imparti pour la conférence est presque terminé maintenant. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble du programme de la semaine de l'installation et de la transmission sur le site transmission-en-agriculture.com. Merci à tous les intervenants de cette conférence. Et au nom de l'équipe qui a organisé cette conférence, je vous remercie tous pour votre écoute et votre participation. Et je vous souhaite une bonne journée.